La solidarité au cœur, et nous sommes au cœur d'une association de solidarité internationale, Muslimans. Et avec nous, nous avons Abderrahim Bihid. Bonjour Abderrahim. Bonjour Philippe. Vous êtes coordinateur Muslimans France. Vous faites un métier utile. Hein. Oui. Vous vous rendez compte le matin quand vous vous levez que votre métier il n'est pas comme les autres? Non, je m'en suis rendu compte le jour où je suis allé sur le terrain. La première fois que je suis allé sur le terrain, donc c'était au Mali. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que je faisais quelque chose d'utile. Et que j'ai pu voir en fait les fruits de mon travail. Et avant ça, je ne m'en rendais pas compte. C'est vrai? Ouais, vraiment. C'est quoi la nature de votre engagement en fait, humanitaire? C'est une bonne question. Il y a des métiers qui sont des métiers vocation, il y a des métiers de passion, il y a des métiers qui sont évidents en fait. Alors, à la base, je partais plus sur le métier de professeur. Et c'est à cause de la crise syrienne que j'ai eu un peu cette vocation pour l'humanitaire. Qu'est-ce qui a changé? En fait, quand j'ai vu clairement le taux de réfugiés syriens de déplacés internes, ça m'a fait quelque chose. Et à partir de là, j'ai eu un peu une vocation qui est née pour l'humanitaire. Mais je pensais pas encore en faire mon métier. Et c'est plus dans mes études en fait que c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Je partais sur les relations internationales comme master, et après les relations internationales, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'humanitaire. Et c'était devenu évident? Ouais, c'était évident. Au-delà de l'aide immédiate qu'elle apporte, Muslimans œuvre à autonomiser les personnes sur le long terme en fait aussi. Exactement, c'est clairement le but. Et c'est même un des thèmes phares de nos projets, donc, qui sont les moyens de subsistance, ou on appelle également les activités génératrices de revenus. Le but, c'est vraiment à travers ces projets d'autonomiser clairement le bénéficiaire et de faire en sorte qu'il soit autosuffisant. Ce sont des projets qui sont moins connus du grand public peut-être et des donateurs. Oui. Les moyens de subsistance. Ouais, malheureusement, c'est des projets qui ne sont pas encore assez connus. On milite pour faire en sorte que ce soit plus connu. Parce que c'est vrai que contrairement à d'autres projets comme l'eau ou la faim, c'est des projets qui vraiment visent à autonomiser le bénéficiaire. Le but, c'est vraiment qu'à travers ce projet-là, et peu importe le projet en question, mais le but, c'est que après que le bénéficiaire reçoit ce projet, il soit stable financièrement, qu'il puisse subvenir à ses besoins, subvenir aux besoins de sa famille et à ses besoins en fait je veux dire peu importe lesquels, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit la santé, que ce soit juste se nourrir, se loger. C'est vraiment ça le but de ces projets. Donc en fait, avec un projet de ce type-là, on a vraiment coché toutes les cases. Oui, c'est vraiment un projet intégratif pour ceux qui nous écoutent. Ouais, exactement. Ouais. Alors vous avez déjà des exemples d'actions sur le terrain? Ouais, exactement. On a par exemple les petits commerces, qui est un projet assez phare chez Muslim Hands. Donc en fait, ça consiste à un kiosque avec un premier fonds de commerce, donc pour un mois. Et le bénéficiaire, en fait, il sera situé dans un endroit justement où il y a du passage. Le but, c'est vraiment qu'il soit dans un endroit comme un marché, par exemple. Et donc, ils vendent ce qu'ils souhaitent vendre. Le but, c'est pas de lui dire tu vas vendre ça à partir de maintenant. D'accord. Ça, vous imposez pas. Non, jamais. En fait, on fait toujours en sorte de prendre en compte les choix et les souhaits du bénéficiaire. Parce que, en fin de compte, le but, c'est de faire un projet pour lui. C'est de faire un projet pour que lui soit autonome, lui ou elle d'ailleurs. Et donc, dans le cas du petit commerce, sachant que c'est souvent des femmes veuves. Donc, étant donné que ce sont les seules à s'occuper de leurs enfants, c'est vital pour elles qu'elles aient un métier. Donc, avec ce petit commerce, elles peuvent vraiment vendre ce qu'elles souhaitent et donc avoir son revenu. Il y a aussi également les ateliers couture. Donc on a donc des formations qui sont prévues pendant 4 à 6 mois selon la zone, et donc à l'issue de cette formation couture où il y a vraiment une formation qui est dispensée, qui est vraiment intégrale, les femmes reçoivent une machine à coudre, le matériel pour coudre, les tissus, donc vraiment tout le nécessaire, et à partir de là elle peut faire son propre commerce et du coup commencer à vendre ses créations. Oui, et pouvoir produire aussi. Exactement. Passer de la pièce unique hebdomadaire à plusieurs pièces par jour. Tout à fait. Et sachant que même à terme, ce qu'on souhaiterait faire, ce serait d'essayer de mettre en place, étant donné qu'on a des écoles de l'excellence dans certains de nos pays avec donc des orphelins qui étudient. Le but, ce serait d'essayer peut-être de faire en sorte que ces femmes-là qui cousent puissent coudre justement les uniformes de ces orphelins. Donc comme ça, on a aussi quelque chose qui soit assez cyclique, quelque chose qui soit autosuffisant en fait. Ce serait vraiment le but à terme de pouvoir mettre ça en place. Vous êtes présent dans quel pays donc pour ces opérations ?
Alors, beaucoup en Afrique de l'Ouest, donc au Sénégal, au Mali, au Niger, mais on fait aussi ce type de projet au Liban. On peut le faire également au Sri Lanka, au Pakistan. Donc, en soi, les zones sont assez larges, et puis on le fait vraiment aussi selon les besoins qui nous sont rapportés, sachant que les projets ne seront pas forcément les mêmes. Par exemple, d'un pays à l'autre, on peut faire des projets différents, comme dans les pays asiatiques, tout ce qui est par exemple Bangladesh ou Sri Lanka au Pakistan. On a également ce type de projet, ça va être ce qu'on appelle des rickshaws. Les rickshaws, c'est des sortes comment est-ce que je peux expliquer ça, des sortes de mobylettes, on va dire, et du coup ce sont plutôt des hommes en fait qui vont les conduire, et grâce à ça en fait ils deviennent un peu des taxis. Donc en fait c'est un peu des VTC, et du coup grâce à ce rickshaw ils peuvent donc avoir un revenu donc tous les jours pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est très populaire en Asie. Ouais clairement. Ça se fait beaucoup. Rickshaw. Ouais, des rickshaws. D'accord. Rickshaw. Vous écrivez ça comment? R-I-C-K-S-H-A-W. D'accord. Rickshaw. Bien. Comment est-ce que vous mesurez l'impact de ces projets générateurs de revenus? Nos bureaux de terrain font ce qu'on appelle en fait de l'évaluation pour essayer de voir en fait comment le projet, quelle est on va dire la réussite de ce projet plusieurs mois après. Et en général, ce qu'on voit, c'est que ça marche beaucoup parce que alors une de mes collègues a rencontré sur le terrain justement, c'était au Liban, un des bénéficiaires d'un rickshaw. Donc alors pour le coup, c'était assez bizarre parce que au Liban on fait pas ce type de projet à la base, mais on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'à cause de la pénurie d'essence et à cause du coût de l'essence, le bureau de terrain s'est dit que ça pourrait être assez avantageux d'avoir ce projet là. Donc on l'a fait, et ils ont pu rencontrer un bénéficiaire et vraiment le voir en fait travailler, et il disait qu'après plusieurs mois avec ce rickshaw, du coup il pouvait subvenir aux besoins de sa famille. Donc clairement on peut voir l'impact concret en allant sur le terrain, que ces projets ils fonctionnent. Oui, ils sont pérennes, ils s'inscrivent ouais. dans le temps, et ils font ce que vous appelez, ils brisent le cercle de la misère. Exactement, et de la pauvreté, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et c'est ça, c'est que les actions, elles s'inscrivent dans la durée finalement. Oui, vraiment. Et encore plus avec d'autres types de projets, comme on a un projet qu'on a commencé au Mali, donc ça c'est une nouveauté, donc c'est le jardin agricole. Et avec ce jardin agricole, on est sur 3 volets différents. Donc d'abord le premier c'est le volet plutôt alimentaire, donc avec c'est des jardins d'1 hectare, donc où chaque famille a une petite parcelle, et donc elles peuvent semer donc des fruits et légumes selon le besoin. Donc il y a aussi avec des 4 points d'eau différents, donc 4 points d'eau donc pour justement pouvoir arroser. On part encore une fois de l'eau, hein. Ça reste central, c'est vrai, c'est central. Ouais. Et du coup, le dernier, c'est que après qu'ils récoltent leurs fruits et légumes, ils peuvent les vendre. Et à partir du moment où ils les vendent, ils ont un revenu. Et donc là, encore une fois, on brise ce cercle de la pauvreté et on fait en sorte que des familles soient autosuffisantes. Les moyens de subsistance. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui veulent donner, il y a ce fonds-là. Oui, il y a le fonds moyen de subsistance sur le site internet muslimhands.fr. Vous pouvez donner la somme que vous voulez. C'est un fonds libre, donc les gens peuvent donner de petits dons comme de gros dons. Mais encore une fois, il n'y a pas de petits dons, donc vraiment tous les dons comptent. Et il y a aussi, donc si vous souhaitez donner particulièrement un projet, donc il y a le petit commerce, il y a le petit commerce, il y a les ateliers couture, il y a les élevages d'animaux aussi, puisqu'on fait aussi dans certains endroits des élevages de chèvres. Il faut expliquer comment vous faites. Comment ça se passe? Pour les élevages d'animaux, alors je crois que c'est un animal, un mâle et 4 femelles en général. C'est un mâle et 4 femelles, et du coup à partir de là ils peuvent. La famille s'agrandit. Voilà, la famille s'agrandit. C'est ça que vous voulez dire. Et on peut avoir des produits. On a compris, aussi. D'accord. Et après on distribue la famille agrandie. Exactement. Bien, Muslimhands présent pendant ce mois de Ramadan partout dans le monde, mais à travers des opérations qui sont spécifiques à ce mois, on le rappelle, des colis alimentaires. Des colis alimentaires, des iftars, des maraudes aussi qui sont effectuées. Alors une maraude pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? Une maraude, c'est un groupe de personnes qui se regroupent pour aller distribuer, ça va être de la nourriture ou ça peut être des kits hygiène, notamment sans-abri, donc dans les rues. Donc c'est ce qu'on le fait beaucoup à Paris, à Lyon et à Marseille. Donc c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et à Marseille, on a également un restaurant solidaire, donc la Fourchette Fraternelle, dans lequel on a des personnes plutôt en situation précaire qui viennent pour avoir un repas, partager un repas, donc dans la bonne humeur. Et donc c'est un aspect social et solidaire qui est très important chez nous. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent aussi aller au restaurant solidaire, parce qu'elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas la chance de finir les fins de mois correctement, elles peuvent toujours aller à la Fourchette Fraternelle à Marseille.
La solidarité plus que jamais au cœur pendant ce mois de Ramadan. Vous pouvez donc avoir toutes les informations sur le site de Muslim Hands. muslimhands.fr. Voilà, merci Abderrahim. Merci à vous. Et à très vite.